Peuple de la Sorbonne, bonsoir, bienvenue à Débattre en Sorbonne. Débattre en Sorbonne, qui est la tribune des idées présentes et le laboratoire des actions futures, on l'espère, en Sorbonne et à vos côtés, chers publics fidèles. Ce soir, nous avons l'extrême honneur de recevoir Inna Shevchenko, qui est la figure emblématique des Femen, et je vais tout de suite laisser la parole avant à notre invité, mais avant à notre vice-présidente Victoria Priest pour la présentation de notre invité. Merci à vous. Bonjour Inna, bonjour mesdames et messieurs. À l'occasion de la Semaine internationale des droits des femmes organisée par Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous avons l'honneur de vous recevoir pour nous parler de votre ouvrage héroïque « Amazone, pécheresse révolutionnaire », publié aux éditions Les Échappés. Dans cet ouvrage, vous rendez hommage à toutes les femmes qui vous ont inspiré et qui sont en quelque sorte vos héroïnes. Car comme vous l'écrivez, les femmes ont besoin de héros afin de doter leur existence de sens. C'est la raison pour laquelle vous partagez les modèles féminins qui vous ont permis de forger vos propres convictions. Née dans les années 90 en Ukraine, vous expliquez que sans ces héroïnes, vous ne seriez vraisemblablement pas libérée des injonctions patriarcales et devenue la militante féministe que vous êtes aujourd'hui. Je vous cite, « Ce livre est tout d'abord la confession d'une jeune femme qui s'est imaginée faire la révolution plutôt que la cuisine. Un hommage aux femmes connues et inconnues qui ont désobéi, interrogé et essayé de défier le statu quo patriarcal. En effet, votre parcours a été jalonné d'expériences où vous avez dû faire part d'une particulière témérité. Déjà en 2011, suite à des manifestations pour la libération de prisonniers politiques, vous êtes enlevé et menacé par le KGB biélorusse. Ensuite, en 2012, afin de dénoncer l'influence de la religion au regard des droits de l'homme et de soutenir des activistes russes Pussy Riot, vous tronçonnez une croix catholique en bois de 8 mètres de haut sur la grande place de Kiev en Ukraine. Suite à cette action, vous êtes persécuté en Ukraine et obtenez l'asile politique en France. Depuis lors, vous présidez le mouvement Femen, dont le but est la réappropriation du corps comme arme politique contre le patriarcat. Vous êtes également diplômé de journaliste et en droit de l'homme, vous écrivez dans de nombreuses chroniques et aussi pour la presse internationale et donnez de nombreuses conférences. Vous avez été notamment membre du Conseil consultatif pour l'égalité hommes-femmes, chargé d'établir un bouquet législatif lors du G7 en août dernier. Et vous êtes aussi l'autrice de nombreux ouvrages, au titre desquels on trouve le manifeste Femen, Rébellion ou encore Anatomie de l'oppression, et plus récemment d'une bande dessinée retraçant votre histoire. Et bien sûr, l'ouvrage dont vous allez nous parler ce soir. Au nom de Débattre en Sorbonne, je voulais sincèrement vous remercier de nous faire l'honneur d'être présente ce soir à nos côtés pour nous parler de votre engagement. Je vous remercie. Bonsoir, merci infiniment pour votre présentation, merci pour cette invitation et vous m'impressionnez, vous toutes et tous. Et je suis impressionnée par le nombre de personnes dans ce magnifique amphithéâtre et là tout à l'heure j'étais en train de prendre des photos de vous toutes et tous parce que je veux bien les envoyer à ma mère en Ukraine pour lui montrer qu'en tout cas ce soir, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par toutes les bêtises que sa fille a déjà fait dans sa vie. Donc merci. Je veux remercier à chacun et chacune d'entre vous d'être venus ce soir. Mais bien sûr, soyons honnêtes, la plupart de vous sont là non pas pour manifester votre soutien inconditionnel au mouvement féminin. Vous êtes ici parce que probablement vous êtes intrigués par nos activités, ou peut-être parce que vous êtes en désaccord, peut-être parce que vous avez beaucoup de questions, beaucoup de doutes, et parce que je représente un des mouvements féministes les plus dérangeants, les plus controversés. Et donc je suis là ce soir devant vous pour répondre à vos questions, pour répondre à vos doutes, pour faire face vos critiques, vos attaques, si quelqu'un veut tenter aussi. Et surtout, je suis là ce soir devant vous pour bien sûr parler des femmes, pour célébrer des femmes. Et j'espère que malgré
probablement nombreuses différences, nous pouvons le faire ensemble ce soir. Bien que la société veuille toujours que les femmes se sentent coupables de ce qu'elles sont, et même aujourd'hui des crimes contre elles, commis contre elles, je me bats pour qu'un jour la société se sente coupable pour ses opinions erronées sur les femmes. Et avec ce livre dont je présente ce soir, le livre qui s'appelle Héroïque, j'affirme que toutes les femmes sont héroïques et qu'il est urgent de célébrer l'héroïsme féminin. Avec ce livre, j'affirme que l'existence féminine dans son monde masculin fait de limites, de règles humiliantes, de morales limitantes, rend notre existence féminine héroïque par définition. Et si j'ai écrit ce livre, je l'écris pour encourager les femmes et les filles à être courageuses, à être indépendantes et à ne jamais abandonner, précisément parce que j'ai souvent moi-même été découragée. Je l'écris pour exprimer ma solidarité envers toutes les femmes, y compris celles avec qui je suis en désaccord, précisément parce que je sais à quel point il est difficile de résister, de ressentir de l'hostilité et surtout des gens qui doivent être vos alliés. Je l'ai écrit pour appeler à plus d'unité entre les femmes, précisément parce qu'aujourd'hui, trop de dirigeants soulignent nos différences et cherchent à nous séparer. Voir la réussite de quelqu'un qui nous rassemble nous laisse la possibilité à notre tour d'envisager de faire la même chose. C'est une idée assez simple. Pourtant, c'est un exercice particulièrement difficile, particulièrement ardu pour les femmes. La politique, le monde des idées, l'art et surtout les religions sont encore principalement dominées par les figures masculines. Nos sociétés nous poussent à être toujours des filles dociles et les nombreuses règles culturelles imposées aux femmes les empêchent de s'émanciper et de découvrir ces héroïnes qui se méonnent. Nous ne devions pas être de fauteuses de troubles. Quel que soit l'endroit où nous sommes nés, on nous rabâche en permanence qu'il faut être une fille bien. Et mes héroïnes, mes propres héroïnes, ne sont pas des filles bien. Elles sont des femmes dérangeantes, elles sont des femmes controversées, elles sont des femmes incomprises, exactement parce qu'elles sont des femmes libres dans leur existence. Mes héroïnes, comme je les présente dans ce livre et comme je les vois dans ma vie, je les présente en 3 groupes. Elles sont amazones, elles sont pécheresses, elles sont révolutionnaires. Mes amazones, ce sont les exemples de femmes combattantes et de femmes travailleuses qui ont montré que le corps de femme, l'esprit des femmes n'est pas faible, que les femmes ne sont pas le sexe faible. Par exemple, Maria Bochkarova, une soldate russe, a formé des bataillons féminins pendant la Première Guerre mondiale. Les sorcières de la nuit, un groupe de femmes pilotes, a combattu avec succès les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à leurs exemples, moi aussi personnellement, je suis passée d'un corps passif et obéissante à celui d'une combattante qui utilise son corps pour son combat. Mes héroïnes pécheresses m'ont appris de ne pas suivre la morale publique à tout prix. Si nous souhaitons vivre une existence pacifique, on nous enjoint à suivre les règles, correspondre aux normes et aller dans le sens de la morale publique, toujours, tout le temps. Mais je suis convaincue qu'il ne peut y avoir de paix si les règles, les normes et la moralité que l'on nous oblige à respecter sont établies dans le but de nous opprimer, de nous rendre silencieuses. Nos esprits ne peuvent être en paix si les dieux qui nous est ordonné d'adorer, de respecter, nous forcent à rester silencieuses et obéissantes. À travers l'exemple des femmes pécheresses, comme je les appelle, et de femmes qui se sont opposées aux dieux masculins, j'ai commencé un voyage spirituel, mon voyage personnel spirituel, qui m'a libérée d'une autorité imaginaire.
toujours autorité imaginaire masculin, afin de devenir enfin moi-même ma propre autorité. Des histoires exemplaires comme celle d'Ève aussi, qui a désobéi à Dieu et enfreint les règles, sont en effet des histoires prophétiques, je trouve, prophétiques du destin des femmes, dont la vie est un combat permanent contre les règles. Je ne sais pas si d'ailleurs les hommes qui ont écrit ces textes religieux, on pourrait imaginer que la désobéissance d'Ève pourrait inspirer d'autres femmes comme moi à se rebeller. Et enfin, mes héroïnes révolutionnaires qui m'ont aidé de laisser libre cours à ma pensée, de questionner le monde et de prendre part au changement. Des femmes comme Inès Armand, comme Alexandra Kollontai ou Rosa Luxembourg m'inspirent le courage de repenser le monde. Des femmes comme l'Ukrainienne politicienne Yulia Tymoshenko m'ont ainsi incité à oser participer à un processus politique, même si elle est depuis devenue une anti-héroïne pour moi. Bien que... Alors là, je viens de toucher ce sujet assez, je pense, actuel de leadership féminin, et bien que je sois persuadée que les hommes politiques peuvent aussi représenter bien sûr les intérêts des femmes et avoir des valeurs féministes et humanistes, je suis également convaincue que nous avons un besoin urgent en matière de politique féminine. Le monde des hommes touche à sa fin, c'est officiel, je l'annonce, le monde des hommes touche à sa fin. On ne voit aujourd'hui que de soi-disant nouveaux dirigeants politiques qui se réfèrent constamment au vieux monde, qui prêchent des vieux dogmes et aspirent à plus de séparation dans la société. Toutes les femmes qui se hisent au pouvoir doivent aujourd'hui faire de la politique en tant que femmes, et pour toutes les autres femmes. Leur responsabilité est immense. Les femmes qui gardent le silence ou se tiennent sans le dénoncer, se tiennent à côté, sans le dénoncer, à côté des personnalités politiques corrompues, sexistes, machistes, à mes yeux, ne sont ni victimes, ni des observatrices passives, mais bien des complices. Je fais un appel simple, pourtant important. Mon appel, féminisons le monde politique. Féminisons le monde politique non seulement par notre présence et participation féminine, mais surtout par les valeurs et notre nouvelle vision de la politique. Alors que l'humanité est confrontée à des défis inédits auxquels les leaders actuels ne savent pas répondre, les femmes, je pense qu'aujourd'hui c'est les femmes qui doivent maintenant repenser et reconstruire le monde pour le meilleur. Et c'est ce que font depuis 10 ans mes héroïnes absolues, les activistes du mouvement féminin. Les femmes féminines incarnent en elles, pour moi personnellement, les Amazones, les pécheresses et les révolutionnaires, tout en même temps. Bien sûr, surtout en France, il y a beaucoup de façons de définir le mouvement féminin. Je suis sûre que vous avez entendu plusieurs façons de décrire le mouvement féminin. Par exemple, Marine Le Pen nous a qualifiés de harpies obscènes. Tarek Ramadan lui-même nous considère comme des sorcières hystériques. Mais, en tout cas, selon moi, le mouvement féminin, c'est un mouvement de femmes qui rêvent de changer le monde et qui osent agir sans demander la permission à quiconque. Je mets ça en tête. Nous utilisons nos corps comme des outils politiques pour nous révolter. Nous faisons face aux ennemis des droits des femmes et nous montrons que les femmes sont fortes et courageuses. Femen organise ses protestations à travers le monde en utilisant notre tactique topless, que vous connaissez toutes et tous, afin de montrer le corps nu d'une femme hors d'un contexte sexuel. Peu importe où l'on se trouve, dans mon pays natal, l'Ukraine, ce pays au niveau de pauvreté digne tiers-monde et de l'exploitation sexuelle des femmes, ou dans le pays de mon exil, la France, république de l'égalité, terre du féminisme, le corps des femmes est toujours sujet au même dénigrement, toujours défini à travers le prisme des dogmes et des institutions patriarcales.
Au lieu de sourire, nous, activistes féminines, nous hurlons nos messages politiques. Au lieu de poser de façon passive, de façon sexy, nous apparaissons dans l'action, dressés face au patriarche moderne de la société. Nos corps sont embellis par nos slogans et cela signifie que nos corps ne peuvent être séparés de nos idées. Aujourd'hui, c'est nous, femmes, qui définissent quand nos corps vont être sexuels et quand nos corps peuvent être nos outils politiques. La campagne MeToo qui a emballé le monde entier en livrant des millions de témoignages des femmes sur la violence que leur corps a subie n'a fait que réaffirmer le postulat selon lequel la libération des femmes ne serait pas possible sans reprise du contrôle total sur leur corps. Et c'est ça le combat de Femen. Nous alors que j'ai fait la présentation de mon livre, alors que j'ai parlé du mouvement féminin, donc nous pouvons faire des tics pour le programme de ce soir. Vous m'avez invité de présenter ce livre, vous m'avez invité de parler de féminin. C'est fait. Je vais me permettre de faire une confession personnelle devant vous toutes et tous. Une confession personnelle que je vais faire pour la première fois. Je n'ai pas envie d'être une féministe. Vous avez bien entendu, je n'ai pas envie d'être une féministe. Oui, grâce aux immenses efforts de femmes qui tentent d'inscrire l'agenda féministe au centre du débat public et de l'action politique, le féminisme se développe de nouveau. D'après les sondages, 54% des citoyens français s'identifient aujourd'hui au féminisme et une majorité des Français se déclarent sensibles au combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Suite à l'impact phénoménal du mouvement MeToo, de plus en plus de personnes à travers le monde se définissent comme étant féministes. C'est à coup sur une excellente nouvelle, bien sûr, je me réjouis. Pour autant, je n'ai pas envie d'être une féministe. Non, bien sûr, je n'ai pas changé de camp pour rejoindre le club de ces gens qui disent « je n'ai pas besoin du féminisme ». Et si je ne veux pas être une féministe, ça c'est pas parce que le féminisme n'est pas nécessaire. Bien au contraire. Oui, les dernières luttes féministes ont montré à quel point de nombreux sujets liés aux droits des femmes doivent encore être traités, doivent encore être défendus, et à quel point le combat féministe est encore nécessaire partout, y compris en France. Nous avons entendu les récits de viols et de harcèlement sexuel qui sont commis d'Hollywood aux assemblées nationales, des grandes entreprises du tech aux grands médias. Le mouvement MeToo a prouvé que l'époque durant laquelle le corps des femmes est réduit au rang d'objet sexuel n'est pas révolue. Au cours des derniers mois, sur plusieurs continents, dans plusieurs langues, nous avons entendu cette chanson « Un violeur sur ton chemin » qui dénonce la culture du viol et la culpabilisation des victimes. Les marches et les manifestations se sont multipliées de Paris à Istanbul, de Moscou à Buenos Aires et ailleurs pour dénoncer les violences conjugales et les féminicides. Le féminisme est nécessaire. Vous en avez besoin et moi aussi. Pour autant, je n'ai pas envie d'être une féministe. We all should be feminists. Nous devrions toutes et tous être féministes, a écrit la brillante autrice dans son best-seller à l'international. Et en effet, nous devrions l'être. Notre époque est en réalité débordée d'illusions, de mythes et d'hypocrisie à propos des droits des femmes. Nous vivons toujours dans une époque où beaucoup considèrent encore que le harcèlement sexuel est une forme de drague ou la traduction de l'attention d'un homme. Une époque dans laquelle les violences conjugales et les féminicides sont souvent justifiés par une forme de passion d'un homme violent vis-à-vis son victime.
Nous vivons toujours dans une époque dans laquelle le fait de vendre son corps par le manque de solutions alternatives est qualifié comme profession, comme des autres. Une époque dans laquelle l'obligation de se conformer à des codes vestimentaires de modestie religieuse est souvent présentée comme un symbole de dignité ou de libération des femmes. Il s'agit toujours d'une époque dans laquelle parler de ces cancers de notre société inéquitable est une forme de radicalité non nécessaire. Nous devrions toutes et tous être féministes. Oui, nous devrions toutes et tous être féministes. Je suis féministe parce que, comme beaucoup d'autres femmes, comme beaucoup ici, je n'ai pas d'autre choix que de me battre au quotidien. Mais je n'ai pas envie d'être une féministe. Pourquoi ? Sûrement pas parce qu'il existe un combat social plus important que celui pour les droits des femmes. Pas non plus à cause des divisions ou peut-être certaines inconsistances du mouvement féministe. Universaliste, intersectionnel, essentialiste, non. Même pas à cause de ça, même si je préfère être décrite avec des noms et pas des adjectifs. Pas non plus parce que mon combat féministe m'a amené à subir de nombreuses violences, de vivre avec des traumas, de subir torture et à m'exiler. Je n'ai moi-même jamais été capable de comprendre précisément ce qu'est le féminisme, a écrit Rebecca West en 1913. Je sais simplement que des personnes me qualifient de féminisme quand j'exprime des idées qui me différencient d'un paillasson. Je ne veux pas, aussi moi, personnellement, je ne veux pas être une féministe car je ne devrais pas avoir besoin d'en être une. Je ne devrais pas avoir à me battre pour le droit de m'exprimer en tant que femme ou pour que ma voix de femme soit prise en compte. Tout cela devrait déjà faire partie de la norme. Nous ne devrions pas avoir à nous battre pour pouvoir marcher tranquillement dans la rue ou nous sentir en sécurité chez nous. Être une femme ne devrait pas nous faire encourir plus de violence. Il est de la responsabilité des autorités de protéger des femmes de leurs partenaires violents, tout comme protéger quiconque de violence ou de meurtre, plutôt que de les renvoyer ces femmes agressées chez elles, offrant ainsi aux agresseurs la possibilité de réitérer leur violence et même de tuer ces femmes. Aujourd'hui, nous sommes toujours obligés d'être féministes. Nous devons toujours manifester, nous devons crier, nous devons nous battre, simplement parce que nous avons des vagins et vous savez, nous aimerions vraiment en être les seuls propriétaires. Nous devons être féministes parce que peu importe le travail que nous faisons, nous sommes toujours payés moins. Dans la plupart des domaines, il y a toujours moins de chaises réservées aux professionnels qui se sont retrouvés dans un corps féminin. Et les agresseurs utilisent ces dynamiques de pouvoir pour nous harceler et nous violer sur nos lieux de travail et pour s'en tirer impunément. Je ne devrais pas avoir à être une féministe pour posséder mon droit à dire non sans subir des conséquences. Je ne veux pas être une féministe parce que je ne veux pas avoir à me battre pour parler, pour penser, pour marcher, pour travailler, pour être en sécurité et pour être en sécurité en faisant tout cela. 3 siècles de mouvement féministe et de combat pour apprendre à la société à accepter nos droits devraient être suffisants, je pense. Et si, selon cette citation célèbre, si le féminisme est la notion radicale qui considère les femmes comme des êtres humains, cela fait longtemps que nous devrions en avoir fini avec cela. Nous parlons toujours de la question des femmes et essayons de résoudre toujours les problèmes des femmes. Mais ce ne sont pas nos problèmes. Il ne devrait pas y avoir de problème des femmes si la société n'avait pas un problème avec des femmes. Je pense que c'est à nous toutes et tous de les gérer. La journaliste britannique Caitlin Moran a écrit « Qu'est-ce que le féminisme ?» Simplement, l'idée que les femmes devraient être aussi libres que les hommes, aussi folles, faibles, stupides, grosses, méchantes qu'elles puissent être.
C'est aussi simple que cela. Alors pourquoi est-ce que des femmes devraient toujours avoir à se battre pour le droit d'être libres comme elles sont, malgré la liberté des hommes, y compris dans leur stupidité, dans leur illusion et même dans leurs crimes qui restent impunis? Alors, même si je ne veux pas en être une, je suis au plus profond de mon être une féministe aujourd'hui, car je dois en être une. Être féministe et me battre pour mes droits est la meilleure option en fait. Et la meilleure option pour moi en tant que femme dans cette société qui continue d'humilier les femmes victimes et de récompenser les hommes violents. Nous allons devoir continuer à être féministes tant qu'ils ne lâcheront pas nos corps. Nous allons devoir être féministes jusqu'à ce qu'ils auront suffisamment de chaises pour nous autour de toutes les tables. Et nous allons devoir continuer à être féministes jusqu'à ce que nous détruisons la réputation de dernier agresseur parmi les puissants. Et aucun César après pourrait leur aider. Je continuerai à être une féministe dérangeante, cette féministe controversée, cette féministe incomprise, dans un monde inégal, jusqu'à ce que je puisse devenir une post-féministe dans une société post-patriarcale. Je suis une féministe aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de n'être une demain. Merci. C'est pas facile de prendre la parole après un aussi beau discours. Donc on va passer aux questions. Je voulais commencer avec une première question en lien avec l'actualité récente, puisque la Cour de cassation a rendu la semaine dernière une décision à la suite d'une action d'une militante féminine. Et la Cour de cassation consacre un principe selon lequel l'exhibition de la poitrine d'une femme est qualifiée d'exhibitionnisme, et ce alors même que l'intention exprimée par son auteur était dénuée de toute connotation sexuelle. Donc la question que je voulais vous poser, c'était est-ce que selon vous, ce type de décision, qualifiant l'exhibition de la poitrine d'une femme d'exhibitionnisme, contrairement à celle d'un homme qui ne l'aurait vraisemblablement pas été, symbolise-t-elle que le combat mené par le groupe que vous dirigez depuis 2012, le groupe Femen pour la réappropriation du corps des femmes comme objet de revendication politique, est-ce que ce combat est-il encore long? Merci pour cette question. Oui, en effet, cette décision a été d'abord comprise comme une victoire. Parce que pour la première fois, la Cour de cassation a reconnu que cette action exacte de Femen n'était pas un acte d'exhibition sexuelle. Donc, si vous voulez, c'est officiel. Les activistes femmes ne sont pas excités sexuellement lorsqu'on attaque Poutine, Berlusconi, Pop ou quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est officiel. Pourtant, oui, la Cour de cassation a fait... je pense que, selon moi, cette décision montre que la Cour de cassation avait un petit peu peur de condamner l'activiste féminine pour exhibitionnisme sexuel, donc pour l'agression sexuelle, car l'exhibition sexuelle, c'est ça. Et donc, ils ont reconnu que cette action était un acte politique dans le cadre de la liberté d'expression. Pourtant, dans leur jugement, dans leur explication, ils parlent qu'en effet, montrer ses seins dans un lieu public peut justement être un acte d'exhibition sexuelle. Donc ce qui, à mes yeux, cette décision est un peu... ils ont donné une victoire au mouvement féminin, en effet, mais ils ont déprivé toutes les femmes françaises de la révolution. La révolution, le changement majeur de la vision du corps féminin par la loi française. Parce que si cette notion continue d'être utilisée contre les activistes féminines,
la notion d'exhibition sexuelle, chaque fois qu'on est arrêté après les actions, c'est parce que la loi française contient une notion extrêmement profondément sexiste, profondément misogyne, qui considère le corps féminin par définition sexuel. Et comme vous avez dit très bien qu'il y a cette différence entre le torse nu masculin et le torse nu féminin, que la loi française continue de faire, et donc ils réclament qu'ils vont continuer quand même à considérer que le torse nu féminin peut être un acte d'exhibition sexuelle, encore une fois, montre que non seulement le combat féminin est long, le combat de toute la société est très long. Comme j'avais dit, c'est à nous toutes et tous de gérer ces problèmes des femmes. Parce qu'en effet, ce sont nos problèmes communs de la société entière. Et donc, en effet, ces jugements est un peu, je pense que, en fait, c'est une petite victoire qui est le résultat du combat féminin, parce qu'avec nos actions, nous avons lancé ces débats, nous avons aussi un peu provoqué la législation et la loi française. Et donc maintenant, si en étant conscient du fait que la loi française est si sexiste et misogyne toujours, et retient cette notion sur le corps féminin, c'est le combat de toutes les femmes, il ne s'agit pas de combat féminin. Merci. On va prendre une question du public. Vous levez la main et puis on vous passe le micro. Et puis, alors, madame. Donc, Pauline, si tu veux bien. Merci. Pauline, vous apportez. Bonsoir, merci beaucoup, Gilles. Je pense que c'est une question un peu introductive, mais je voudrais savoir ce que vous pensez en fait de toutes les critiques par rapport au féminisme. Toutes les critiques. Alors, ce que je peux dire sur toutes les critiques, parce que vous savez, il y a des critiques auxquelles nous faisons vraiment attention. Les critiques dont on prend vraiment au sérieux, et les critiques qui sont intéressantes, avec lesquelles on teste nos arguments. Mais il y a aussi des critiques qui sont le résultat de juste le manque d'information ou manque de désir de savoir plus. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de diffamation. Après, si je dois parler sur toutes les critiques, ce que je pense, c'est que d'abord, je remercie les gens qui nous critiquent, parce qu'ils nous donnent la possibilité de devenir encore plus puissants, plus prêtes à défendre nos causes. Donc ils nous donnent la possibilité de s'entraîner, de trouver les arguments encore plus forts. Et après, vous savez, je ne pense pas que c'est quelque chose assez exceptionnel de critiquer les femmes qui se battent. Donc je pense que dans l'histoire du mouvement féministe, dans l'histoire des femmes tout court, chaque fois que les femmes prennent la parole, elles s'expriment avec leur voix féminine et avec leur corps féminin, il y a toujours les critiques qui vont avec. Et donc je pense qu'être critiquée pour une femme libre, c'est un petit peu, c'est quelque chose qu'on a besoin même pour être encouragé peut-être. Prochaine question. Madame à côté. Oui, bonsoir. En fait, vous avez parlé tout à l'heure de faire la politique au féminin, et je me demandais si c'était pour vous de faire une politique au féminin, parce que à mon avis, ça pose un peu de problème, je suis un peu problématique. Et après, j'ai une autre question, puisque vous avez parlé de la revendication des corps et tout ça, je me demandais quelle était la place des minorités sexuelles, comme par exemple les intersexes, les transsexuels, dans les revendications des femmes. Merci. Merci. Donc
je vais peut-être recommencer déjà avec... donc il y a 2 questions. Parlant de la politique féminin, pour moi c'est vraiment, si je fais un appel à cette politique féminine dans le livre et dans mon discours ce soir, c'est parce que, en effet, je pense que les femmes qui sont aujourd'hui, on voit les femmes qui intègrent la politique, qui intègrent les parlements, et chaque fois il y a une femme qui prend un poste prestigieux, très souvent on se félicite en disant que oui, il y a une de plus qui va défendre nos intérêts et nos valeurs, mais c'est assez rare, parce que très souvent les femmes qui reprennent les postes au pouvoir, elles deviennent partie, même instrument du système qui est fait contre les femmes, qui est fait pas pour nous. Donc il s'agit de repenser profondément tout le système, toute la façon dans laquelle on fait la politique, la façon aussi, l'image ou la compréhension de ce qu'est le pouvoir politique. Et donc je pense que c'est pour ça que je souligne que faire la politique féminine, il ne s'agit pas seulement de la participation féminine, il s'agit surtout d'intégrer les valeurs féministes, les valeurs féminines dans le système politique. Et c'est quelque chose qui, bien sûr, qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus difficile à faire, surtout avec toute la résistance que nous subissons. Pour votre deuxième question, le mouvement féminin défend la liberté sexuelle, défend la liberté de se sentir, de se définir dans son corps comme nous le sentons, comme nous le voulons. Et donc pour nous, par exemple, le sujet, il y avait dernièrement une grande polémique autour de transgenres, les femmes transgenres dans le mouvement féministe. Pour nous, pour le mouvement féminin, nous avons déjà nous engagé à plusieurs reprises dans la défense des droits des minorités sexuelles, des LGBTI, et nous avons travaillé aussi avec des femmes transgenres qui ont fait partie du mouvement féminin et des actions féminines, qui ont travaillé notamment sur le sujet des femmes transgenres, parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre nous, mais il y a aussi les discriminations que ces femmes subissent, que les autres ne subissent pas. Donc il y a aussi des différences. Et je pense que ces sujets sont très profondément liés, mais ils peuvent être aussi traités différemment. Donc le mouvement féminin, bien sûr, est derrière le combat pour les droits LGBTQI, bien sûr. Une question, monsieur, avec l'écharpe au 4e rang. Et n'oubliez pas de vous lever, s'il vous plaît, pour vous poser une question. Bonsoir. Je voudrais d'abord commencer par souligner le fait ou attirer votre attention que ce continent par lequel nous sommes est nommé Europe, et je crois que cela peut interpeller dans le sens où il s'agit de mythologie, et vous savez que les sociétés se construisent autour des mythologies, et c'est donc le viol d'une femme qui s'appelait Europe, je crois. Et cela peut interpeller. Et je vais venir à ma question. Pourriez-vous nous parler simplement de la France est pour vous une terre d'exil? Pourriez-vous nous parler de votre histoire d'amour avec la France? Ou s'agit-il d'une histoire d'amour? Ou encore, vous avez parlé de vos mouvements, de vos moments de découragement. Pourriez-vous nous dire comment vous avez réussi à reprendre le dessus? Qu'est-ce qui vous a permis de vous relever quand vous étiez découragé? Merci. Merci. L'amour avec la France.
peut-être pas satisfaire votre désir je peux pas. En fait, vous savez, je suis réfugiée. Je suis réfugiée politique en France. Et pour moi, être réfugiée, être exilée, c'est vraiment. Ce n'est pas non seulement un statut officiel qui est écrit sur les documents, sur les papiers que j'utilise, c'est aussi un état d'esprit. C'est l'identité, parmi mes plusieurs identités, avec lesquelles je me sens plus confortable aujourd'hui. Je me sens moins ukrainienne qu'avant et je ne me sens pas du tout française, bien sûr. Je suis réfugiée à 100%. Je suis exilée à 100% et dans l'exil, je retrouve le confort personnel. Et donc, je suis très reconnaissable à la France pour cette opportunité de ne pas passer 4 ans en prison en Ukraine et d'avoir l'opportunité d'être libre de continuer le combat. Je suis extrêmement reconnaissable à la France, à la société française et aux femmes françaises pour cette opportunité de continuer l'histoire du mouvement féminin ici en France aujourd'hui avec les femmes françaises. Grâce à elles, l'histoire du mouvement féminin dure déjà 10 ans et c'est assez remarquable. Alors voilà, je commence à parler de tout cela, je comprends que j'aime la France en effet. Mais je ne peux pas parler de l'amour de quelqu'un qui fait partie de la société française parce que, je vais être honnête, je me sens toujours comme un outsider et c'est un peu aussi le choix personnel. Comme j'avais dit, je me sens plus confortable dans ce statut de réfugié, de quelqu'un exilé. Et comme je le dis, comme je l'écris aussi, je pense que le sentiment que les réfugiés ont, ce sentiment qui est commun entre nous, de ne pas être bienvenus un petit peu partout, je pense que ce sentiment est aussi commun pour toutes les femmes aussi, parce que nous toutes, je pense qu'à un moment précis dans nos vies, on a ressenti que nous ne sommes pas bienvenus. Nous ne sommes pas bienvenus dans les lieux de pouvoir, nous ne sommes pas bienvenus encore dans plusieurs domaines. Nous sommes quelque part toutes réfugiées, quelque part toutes exilées de ce monde, encore une fois construit pour les hommes et par les hommes toujours. Donc voilà, il y a un peu cette réponse un petit peu de quelqu'un un petit peu perdu dans ses sentiments par rapport d'un pays où je suis. Mais voilà, je suis vraiment reconnaissable et si j'ai l'amour à la société française et le peuple français surtout, c'est parce que ce pays nous a donné l'opportunité incroyable, immense de continuer notre combat, notre histoire, qui n'est plus une histoire des femmes ukrainiennes, qui est une histoire aujourd'hui aussi des femmes espagnoles, des femmes allemandes, des femmes suédoises, des femmes au Brésil, des femmes en Corée, mais aussi et surtout des femmes françaises. Et d'ailleurs, attention, il y a plusieurs activistes françaises ici dans la salle ce soir. Je pense que j'aimerais bien qu'elles aussi me rejoignent pour répondre à certaines questions que vous allez poser. Donc, peut-être nous pourrons donner un écran aux filles après. Bien sûr, bien sûr. Prochaine question, madame, en tribune gauche. Bonsoir, merci beaucoup pour tout. Je voulais avoir un avis sur la GPA, s'il vous plaît.
voulez rejoindre maintenant? Je pense que c'est un bon moment. Sophia, tu veux? Ouais. Bonjour, bonsoir, Sophia, donc activiste féminine et côté là depuis quelques années, donc on est toutes là. La GPA, alors la GPA, c'est une problématique sur laquelle on discute beaucoup. Au début, on considérait que le corps des femmes, justement, ne pouvait pas gestionner pour autrui, en effet, puisqu'on se positionne par contre pour la PRA, mais évidemment, au départ, on était contre la GPA. Et puis, il y a eu des discussions, parce que Femen, c'est un mouvement, et donc on est on avance aussi, on bouge nos lignes, on réfléchit, et sur le dernier, là, d'ailleurs, tu peux mieux en parler que moi, donc il y a eu une rencontre en Espagne, où justement les Françaises et les activistes espagnoles ont disserté sur la problématique de la GPA. Je n'étais pas présente, mais du coup, en fait, je pense qu'il y a une posture moins radicale avec l'idée d'envisager la GPA de façon plus souple. Peut-être que tu peux mieux en parler, puisque tu étais présente. Alors, bien sûr, pour nous, au départ, les racines du mouvement féminin, c'est de se battre contre la commercialisation du corps féminin et de l'utilisation du corps féminin comme un moyen de reproduction payante, ou de reproduction qui est la commande, en fait, qui est marchandisée. Et avec nos racines ukrainiennes, bien sûr, je viens d'une société, d'un pays où le corps féminin est justement exploité et commercialisé à chaque reprise. Et bien sûr, je connais le contexte dans lequel on crée plusieurs agences qui utilisent la vulnérabilité économique des femmes ukrainiennes notamment, des femmes de l'Europe de l'Est, pour justement utiliser leur corps comme un moyen d'enrichissement. Et donc, bien sûr, Femen est assez ferme dans notre position contre ce marché. Contre la commercialisation des femmes, même si vous allez utiliser cet argument de la choix. Je pense que nous devons toujours être responsables quand on utilise cet argument de la choix. Nous devons aussi pouvoir se poser la question sur qu'est-ce qui est derrière ce choix. Est-ce qu'il y a des alternatives à ce choix? Est-ce qu'il y a plusieurs choix pour cette femme concrète? Donc la position féminine sur la GPA commercialisée est assez ferme. Nous sommes contre la commercialisation des femmes et l'utilisation des femmes par cette industrie. Pourtant, bien sûr, comme Sophia vient de dire, nous sommes toujours, tout le temps en discussion, on travaille. Nous voyons aussi l'exemple, par exemple, du Canada, où la GPA est contrôlée par l'État, où le lien entre les couples et la femme qui donne la naissance à un enfant sont contrôlées, où toutes les opérations financières sont contrôlées aussi par l'État, où il ne s'agit pas des femmes en sécurité, en vulnérabilité économique. Donc nous sommes curieuses d'apprendre plus, nous sommes ouvertes justement, d'apprendre plus et de voir les autres modèles qui peuvent marcher, mais nous restons fermes sur le fait que le corps féminin ne peut pas être marchandisé, ne peut pas être utilisé par les industries qui essaient de s'enrichir grâce au corps des femmes. Prochaine question. Madame en tribune droite, n'oubliez pas de vous lever s'il vous plaît. Merci.
est-ce que vous vous positionnez plutôt sur une conception abolitionniste ou est-ce que vous considérez que justement être trop strict sur ces questions-là pourrait porter atteinte à des droits principalement de travail du sexe? Merci. Alors, sur la première question, je vais être très vite. Bien sûr, l'écoféminisme et la question écologique est au sein aujourd'hui aussi du combat féministe pour des raisons assez évidentes. Donc, vous avez déjà donné la réponse. L'écoféminisme est parmi les valeurs dont je parle, les valeurs de politique féminine. Maintenant, le grand sujet, bien sûr, la prostitution et comme on appelle ça, le travail du sexe. C'est un sujet qui divise les féministes un petit peu partout, y compris en France. Je vais encore rappeler que le mouvement féminin, les racines du mouvement féminin en Ukraine sont bien sûr dans le combat contre l'industrie du sexe et contre la prostitution, contre le marché aussi du sex-tourisme qui est très développé, surtout dans ce partie du monde, dans l'Europe de l'Est, où on organise les vrais tours, les sex-tours pour des touristes qui viennent de l'Europe de l'Ouest, pour une sorte de safari en Ukraine, en Russie, en Biélorussie et d'autres pays où les femmes encore se retrouvent dans leur vulnérabilité économique. Et donc, le mouvement féminin est un mouvement qui se bat contre l'industrie du sexe. Et je voudrais bien sûr ici je voudrais vous appeler à être attentive au mot j'utilise, l'industrie du sexe. Se battre contre l'industrie du sexe n'est pas égal à se battre contre les choix personnels que vous allez peut-être défendre, celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sur cette position. Et nous sommes très attentifs et très sensibles aux témoignages des femmes qui parlent de la prostitution comme un choix personnel, comme un choix libre, qui défendent même le travail de sexe comme leur façon de vivre la liberté de leur sexualité. Nous entendons leurs paroles, leurs voix, pourtant nous ne sommes pas d'accord d'accepter les témoignages de minorités, même si nous sommes attentifs à ces témoignages, nous n'allons pas les accepter comme la réalité ou pour cacher la réalité de la majorité des femmes qui sont exploitées, qui sont utilisées par l'industrie du sexe parce qu'elles sont vulnérables. L'industrie du sexe est l'industrie qui manifeste purement ce qui est dominance d'un sexe sur un autre. L'acte de prostitution n'est pas un acte sexuel égalitaire. Il ne peut pas être, prostitution ne peut pas être un acte sexuel égalitaire parce que justement on transforme la femme, la prostituée en un objet de satisfaction à travers de l'argent, à travers de la peur parfois et de la mensonge. Et vous savez, je sais bien sûr que c'est un sujet qui divise beaucoup de féministes et probablement ici plusieurs qui sont pour la prostitution et pour comme on appelle le travail du sexe. Mais ce n'est pas par hasard que la prostitution se développe et vraiment l'industrie du sexe est assez puissante et grande dans les pays pauvres. Ce n'est pas par hasard que les femmes, les prostituées qui travaillent en tant que prostituées dans les pays soi-disant développés sont les femmes, la majorité d'elles sont les femmes étrangères, sont des femmes immigrées. Ce n'est pas par hasard que 70% des victimes de trafic humain
sont trafiquées, sont des femmes trafiquées pour l'exploitation sexuelle. Ce n'est pas par hasard, nous pouvons bien sûr continuer couvrir nos yeux et continuer à présenter la vision un petit peu romantique de la prostitution, mais il ne s'agit pas de la réalité de la majorité des femmes, elle n'est pas romantique dans cette industrie. Et voilà, en sachant que c'est un sujet assez divisant pour toutes les féministes, je me sens très confortable de réaffirmer que la prostitution, c'est l'industrie du sexe, c'est l'industrie de dominance, d'utilisation des femmes, parce qu'encore une fois, je viens d'un pays où personne, dans les pays comme l'Ukraine, comme aussi, où les femmes sont où les industries du sexe sont très fortes, personne n'a une vision romantique de la prostitution, personne défend la prostitution comme la liberté, comme le choix. Et dans mon livre, je parle aussi d'une femme prostituée qui est aussi parmi mes héroïnes. Vous allez la découvrir. Et elle a travaillé en tant que prostituée. Elle a choisi aller travailler en tant que prostituée, mais qu'est-ce qui était derrière ce choix, ou qui sont les choix qui ont été devant cette femme? Le choix était de pouvoir nourrir ses enfants ou de souffrir un petit peu plus dans sa famille pendant les années de 90 en Ukraine, dans la pauvreté. Donc voilà, il y a cette question assez, bien sûr, importante de l'industrie du sexe. Et vous savez, bien sûr, je suis très attentive aussi aux arguments des autres féministes qui parlent que la prostitution peut être un travail comme des autres. Et vous savez, si vous voulez me convaincre que la prostitution c'est un travail comme les autres, si vous voulez me convaincre que ça peut être une profession, ça peut être un travail, est-ce que vous allez si j'accepte que c'est un travail, est-ce que vous allez accepter que c'est un travail le plus dangereux, le plus dégradant pour les femmes qu'il existe? Et donc, est-ce que, en tant que société qui se bat pour l'égalité entre les sexes, qui se battent pour la dignité des femmes et la liberté des femmes, est-ce qu'on veut avoir un travail comme ça offert aux femmes? À aucun moment, je ne joue pas à quelqu'un qui doit faire la morale aux femmes et leur dicter leur choix par rapport à leur sexualité. Mais à aucun moment, je vais permettre aux autres femmes non plus de donner les leçons aux autres qui essaient de se battre et protéger les femmes qui sont, encore une fois, chaque fois quand elles vont travailler, chaque jour quand elles vont travailler en tant que prostituées, sont exposées au risque d'être violées, d'être harcelées et au risque de violence soit par les clients ou par les marques. Je ne vais jamais arrêter de me battre pour ces femmes. Vous pouvez continuer à vous battre pour les autres. Prochaine question. Alors peut-être c'est en haut pour changer, puis on redescendra, vous inquiétez pas. Madame, voilà, juste ça. Je sais pas si on a quelqu'un de l'association en haut. Voilà, merci Pauline. À droite. Bonsoir, merci tout d'abord pour tout ce que vous faites. Ma question concerne la dernière conférence de votre organisme. Il y a un grand débat public sur la liberté d'expression artistique à cause de ça. Et ma question c'est à quel moment, selon vous, la liberté devient toxique et comment limiter cela, et notamment dans le contexte de liberté d'expression artistique. Merci. La liberté toxique. En fait, moi, je suis quelqu'un qui défend et qui croit profondément que
Nous ne pouvons pas censurer la liberté d'expression. Nous ne pouvons pas choisir les opinions qui nous plaisent, qui sont permis, et les autres qui sont offensantes qu'on doit interdire. Je suis pour la liberté d'expression absolue, sans limite, parce que je pense que chaque fois qu'on limite la liberté de parole de quelqu'un qui exprime même les opinions qui ne nous plaisent pas, on déprime non seulement, on limite non seulement la parole et le droit à la parole de cette personne qui parle, mais on nous limite aussi de notre droit à avoir l'accès à la pluralité des opinions, à avoir l'accès aux opinions diverses, aux informations diverses. Après, la dernière action de Pawlenski, je ne pense pas que c'est mon travail ce soir de donner mon opinion. Je peux avoir une opinion sur ce qu'il a fait. Pourtant, et je ne pense pas que vraiment ça soit intéressant d'exprimer mon opinion personnelle sur cette action-là, qui peut être assez critique aussi. Pourtant, la liberté d'expression, la liberté de parole ne peut jamais être limitée, et je ne pense pas que la liberté peut être toxique. C'est une expression assez dérangeante pour moi, parce que je pense que, vous savez, j'ai des expériences de dictature toxique. Dictature peut être toxique. Vous savez, le manque des droits humains peut être très toxique. Le manque de la liberté d'expression peut être très toxique, très dangereux. La liberté ne peut pas être toxique. La liberté, c'est la bonheur. Et je pense que vous devez vous rappeler chaque jour que vous avez un bonheur et vous ne profitez pas assez. Une question. Madame, au centre. Bonjour, merci. J'aurais deux questions. Alors, tout d'abord, quelle est la place des hommes dans le mouvement féminin? Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez du port du voile? Oui, bien sûr. C'est une question, pourquoi? Vas-y, Sophie, tu veux répondre pour... Ouais. Sinon, on donne la note. Il y a... Alors, la place des hommes, eh bien, ils sont les bienvenus. Femen est un groupe mixte. Ils sont à nos côtés. On considère en fait que c'est aux femmes de porter la lutte, c'est aux femmes d'interférer, de prendre la voix, de se positionner, de se posturer et d'interférer face à un pouvoir qui est patriarcal, face à des médias virilistes. Mais ils sont avec nous au quotidien, ils écrivent des tribunes, évidemment, ils portent le manteau, ils poussent les barrières. Enfin voilà, ce sont des personnes qui sont nos alliés, évidemment. On n'imagine pas une révolution féministe sans vous, messieurs. Voilà. Pour la question sur le port du voile, bien sûr, la réaction de son amphithéâtre montre bien sûr que cette question est nous toujours mis un peu mal à l'aise. C'est une question inconfortable, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de limite pour nos discussions, et je pense que nous devons parler de tout. Nous devons discuter tout, et je pense que s'il y a des sujets sensibles, des sujets qui nous font qui nous mettent un peu mal à l'aise, il faut se demander pourquoi. Pourquoi on considère que c'est un sujet sensible. Et donc, les sujets sensibles, ce sont les sujets qu'on n'a pas, qui sont toujours pas comprises, qui sont toujours qu'on n'a pas traité assez, ou qu'on n'a pas traité profondément. Donc ici, nous devons encore continuer à parler du voile, du port du voile. Nous devons
continuer de le faire, même si je pense que la société française est assez fatiguée par tous ces débats à chaque fois qui se transforment en une sorte d'hystérie. Et je vais dire aussi que notre position du mouvement féminin sur le port du voile, mais aussi, je voudrais préciser, c'est notre position non seulement sur le port du voile, c'est notre position sur les codes vestiminaires religieux imposés aux femmes par plusieurs religions. Donc il ne s'agit pas seulement du voile, il s'agit de quelque chose qui est en commun entre les religions monothéistes de cette vision, cette tentative de couvrir les corps des femmes, de les enfermer, de les cacher des lieux publics, de les traiter comme quelque chose qui appartient aux hommes, qui appartient à la société, qui peut utiliser par les hommes et par la société. Donc il ne s'agit juste du voile, il s'agit vraiment d'une tradition, d'une vision, d'une philosophie, d'une culture aussi religieuse qui essaie de cacher, d'enfermer les corps féminins et qui le font en utilisant des techniques dictatoriales, purement dictatoriales. Et bien sûr, là, je vais tout de suite faire la référence aux réalités des femmes en Iran qui aujourd'hui essayent de retirer leur voile et vont en prison jusqu'à 10 ans de prison pour le simple fait de retirer le voile et d'avoir leurs cheveux en l'air. Donc pour nous, notre position est très claire, que nous n'allons pas accepter l'argument que le voile est un symbole de la liberté ou de choix libre des femmes jusqu'au moment les femmes du monde entier, la dernière femme ne peut pas retirer le voile en Iran, en Arabie Saoudite, sans avoir en Afghanistan, sans avoir subir des conséquences. Donc encore une fois, il faut aussi être assez, je pense, volontaire ou ouverte aux ces débats et à la discussion qui est très souvent très polarisante. Tout est noir et blanc dans ces discussions. Ça, vous êtes pour le voile, contre le voile, donc tout est très polarisant, et chaque fois qu'on s'exprime contre les codes vestiminaires qui essaient de souligner la modestie du corps féminin, chaque fois qu'on montre notre position contre ces règles-là, nous sommes bien sûr attaqués d'être racistes, attaquer directement les femmes musulmanes qui portent le voile par leur choix ici en France et qui ont la possibilité de le retirer, de le remettre sans vivre des conséquences. Je pense que en fait ici il y a toute subtilité de cette question. Je suis convaincue que nous pouvons et nous devons en même temps continuer les débats et se battre contre ces codes vestiminaires qui essaient de souligner la modestie, qui imposent cette notion pudique du corps féminin, de se battre contre cette vision, contre ces outils politiques sexistes imposés sur le corps des femmes, et en même temps défendre les femmes qui portent le voile et qui sont victimes de xénophobie, qui sont victimes des attaques des extrêmes droites, parce qu'ils attaquent ces femmes concrètes, les femmes concrètes qui portent le voile aussi pour beaucoup de raisons très différentes, avec des vies, des expériences de vie très différentes, et même de façons de croyance et de vivre leur religion très différentes. Donc je pense que nous pouvons et devons faire les deux en même temps. Une question, madame, en rouge et noir. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la galanterie masculine?
les Françaises. Allez-y, parlez de vos sujets français. La galanterie masculine, en réalité, c'est une différence de traitement. Puisqu'on se bat pour l'égalité, on demande aussi à être traité de la même manière que n'importe qui. Donc on considère en fait que la galanterie, évidemment, est une forme d'outrage sexiste, enfin en tout cas une tradition extrêmement sexiste qui tend à mettre ou la femme sur un piédestal, ou la considérer comme un sexe faible, du coup, lui ouvrir la porte, lui céder le passage, etc. Et nous, on est des extrémistes de l'égalité, on considère qu'on n'a pas à recevoir. Bien sûr qu'on peut se conserver, évidemment, je n'ai pas ça en porte-à-faux, c'est juste en fait que cette galanterie est un peu nauséabonde parce qu'elle nous renvoie toujours à notre condition de femme. Et ça, c'est inacceptable. Alors, tribune gauche. Oui, ils Madame attendent assez longtemps déjà. Bonjour à tous, bonsoir. Alors, je me suis dit aussi que par un grand hasard, on se retrouve sous un torse masculin pour cette conférence, c'est une mal à la tête. Donc, je me suis mis le petit détail. J'avais deux questions à poser qui sont intimement reliées. Alors, la première concerne le consentement. Comment se fait-il que le consentement soit, les violences sexuelles particulièrement, soit un combat porté par les féministes? C'est un combat féministe depuis assez longtemps, et que les hommes soient aussi absents de cette notion de consentement qui pourtant ne devrait pas être genrée. Par la suite, après, je voudrais avoir votre opinion sur la place justement des hommes dans cette notion de consentement, et par la suite aussi de parler aussi des notions anticapitalistes qu'on peut avoir par rapport au fait qu'il est vrai qu'il y a souvent une vision aussi de la propriété privée, car il est vrai qu'on condamne plus facilement celui qui vole que celui qui viole. Donc voilà, le fait de la question de la propriété privée, la question du capitalisme, etc. Si vous pouvez relier un peu ces questions-là, ce serait assez intéressant. Voilà, j'avais encore une question à poser, mais je pense que ça va être grave. Je réponds ou vous répondez? Moi Alors, la première question, c'était sur le consentement. En fait, vous soulignez un sujet très qui nous touche vraiment en profondeur aujourd'hui, parce que je pense que le combat pour cette notion de consentement dans la loi, surtout d'abord, et bien sûr aussi la compréhension de la notion de consentement dans mon esprit, dans la mentalité et la pensée publique, et le combat, notre prochain combat, je pense. Après cette vague de témoignages des femmes qui ont brisé le silence de harcèlement et de viol qui a lieu partout, encore une fois. Vous pouvez être une actrice connue par le monde entier, ou une étudiante qui prend le métro chaque jour. Quelque part, nous vivons les mêmes réalités. Et donc la notion et la question de consentement, c'est le prochain étape de cette révolution, si vous voulez, qu'on peut appeler MeToo. Et il y a aussi déjà, j'ai mentionné la loi, parce que en effet, nous avons déjà expérience de Suède qui ont passé la loi où la notion de consentement est la notion clé, où la Suède a changé il y a quelques mois, moins d'un an, ils ont changé cette vision que nous avons toujours, que non égale non. Ils l'ont changé pour cette notion que nous devons comprendre et apprendre que oui égale oui. Seulement oui égale oui. Parce que, bien sûr, il y a toujours la question de manipulation
il y a toujours la question de ces dynamiques de pouvoir et les outils du pouvoir. Et par exemple, le procès contre Weinstein aux États-Unis, je pense que c'était assez remarquable pour nous toutes et tous, pour toute la société, non seulement parce que Weinstein est condamné, bien sûr c'est un soulagement et une victoire pour les victimes, mais ce qui était remarquable pour nous toutes et tous, c'est que c'est probablement le premier procès où les juges ont travaillé en profondeur la question de consentement et la question de comportement du victime par rapport aux agresseurs. Tous les mécanismes qui ont l'influence, la multiplicité des sujets qui ont l'influence au comportement très différent des victimes par rapport aux agresseurs qui sont avec le statut et influence, on était pour la première fois traités et travaillés en profondeur par les juges et qui ont essayé vraiment honnêtement d'échapper de cette tendance classique de victim blaming, de blâmer la victime pour les crimes. Et donc voilà, pour moi la question de consentement, c'est notre prochain combat. Sophia va continuer. Oui, on a un vrai problème en France, et justement avec la notion aussi de non-consentement. Nous avons pu voir notamment avec le procès de Pontoise sur la prescription irréfragable de non-consentement, qui a été récupérée par les féministes se sont battus pour l'imposer. Le gouvernement nous l'a promis et finalement la loi Chapa s'est vidée de son contenu puisqu'elle n'est plus présente aujourd'hui dans cette loi. L'idée en fait qu'il y a un vrai problème en France puisque même des enfants ou des mineurs, s'ils n'ont pas clairement, comme tu disais, manifesté leur non-consentement, en fait, deviennent des victimes consentantes. Et donc du coup, les agresseurs, les violeurs sont condamnés pour atteinte sexuelle. Donc ils ne sont plus condamnés pour viol, donc ils ne vont pas forcément aux assises, mais c'est minoré, déqualifié, et ils finissent en correctionnel avec des condamnations. C'est tellement injuste à se avec des condamnations vraiment infimes. Et ça, c'est vraiment, je rejoins complètement Ina là-dessus, et c'est vraiment notre prochain objectif, c'est vraiment un endroit où il faut clarifier les choses, il faut redéfinir, et jusqu'ici, en tout cas en France, c'est un total échec. Et... Vous avez souligné, bien sûr, cet élément extrêmement important, la participation des hommes dans ce combat. C'est vrai que, comme j'avais dit, on continue toujours de parler du combat des femmes, de la question des femmes, mais il faut arrêter. Il faut arrêter avec cela parce que, encore une fois, le féminisme, il s'agit vraiment du combat de toute la société, non seulement pour libérer des femmes de l'oppression, mais aussi libérer des hommes de pression de la société patriarcale sur eux. Donc c'est vraiment, il est l'heure de comprendre que ce n'est pas un combat seulement des femmes. Vous avez aussi votre place, votre combat. Dans ce grand combat, vous ne devez pas remplacer les femmes ou parler à leur place. Non, nous allons être là pour vous attaquer et faire face. Faites attention, mais vous avez votre place dans ce combat. Votre participation est nécessaire. Et il n'est pas nécessaire pour nous, il est nécessaire pour vous, parce que la société se transforme. Et avec cette transformation générale, vous devez vous-même, vous devez vous transformer aussi. C'est très important. Non, mais je voudrais juste ajouter une très très bonne nouvelle. Il y a le HCE qui fait un rapport de façon récurrente tous les 3 ans, et c'est le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Et donc là, elles ont sorti leur dernier rapport sur le sexisme, et il y a 91% des moins de 15 ans qui se déclarent féministes. Prochaine question, Madame au centre avec une marinière. Jean-Zélie, tu peux
Vous savez, je pense que nous pouvons et nous devons faire la politique dans des formes, avec des outils et formes très différentes. Et si vous ne pensez pas que nous faisons la politique, je suis convaincue que nous faisons la politique depuis 10 ans. Et notre activité politique est dans la rue. Et je pense que l'espace politique, les lieux où les changements politiques se font sont non seulement les parlements, les lieux du pouvoir traditionnel, mais aussi, peut-être parfois, surtout dans la rue. Parce que ce que nous faisons un travail qui peut-être n'est pas visible parce que nous ne pouvons pas vous montrer un papier que nous avons créé une loi. Nous avons signé quelque chose et nous avons pris une décision. Notre travail, peut-être le résultat du travail, nous ne pouvons pas montrer avec un doigt, mais ce travail est beaucoup plus important à la fois que signer ou que faire des décisions qui existent sur les papiers, parce que ce que nous faisons, c'est la transformation de l'opinion publique, des mentalités, de vision de toute la société par rapport aux femmes, par rapport au genre, par rapport à la société aussi. Et aujourd'hui, par exemple, je sais que un des résultats du combat féminin, après 10 ans, je suis fière d'entendre les petits-enfants en France, les lycéens, les garçons qui je ne sais pas, jouent un peu, draguent un peu des filles, et les filles, quand elles répondent un peu fermement et quand elles demandent d'arrêter, les garçons disent à elles « Oh, elle fait sa femelle ». Donc je sais que nous avons réussi déjà de transformer les esprits, les visions que nous pouvons porter, nous pouvons avoir sur les femmes et surtout sur le corps féminin. Aujourd'hui, l'image du corps féminin torse nu avec les slogans et la couronne de fleurs les associe toujours aujourd'hui à une démarche politique d'une femme. Donc notre travail politique, c'est un travail politique, je le souligne, j'insiste, nous faisons la politique dans la rue, nous faisons la politique peut-être même d'une façon aussi ce soir, parce que justement nous traitons des sujets politiques assez importants. Nous le faisons en écrivant des livres, en écrivant des articles, en faisant des discours, en travaillant dans des petits groupes entre nous, en discutant, et parfois même en travaillant avec des personnes qui travaillent sur les lois, en les consultant. J'ai eu mes expériences à moi faire ça, et en effet personnellement, peut-être avec mes expériences de 10 ans d'activisme, et des expériences de faire l'activisme avec des formes en formes très différentes. Aujourd'hui, personnellement, je ne pense pas qu'il y a un moyen de faire la politique plus important que les autres, ou un moyen, un outil ou une façon qui peut changer tout et transformer tout. Je pense que nous devons et nous avons besoin d'utiliser tous les moyens qui sont devant nous. Et nous ne devons jamais penser que les activistes qui se battent dans la rue font quelque chose de moins important que les gens dans vos assemblées nationales. Peuple de la Sorbonne, nous avons parlé ensemble avec passion, avec gravité, mais avec espoir, de courage, de conviction, de ces Amazones pécheresses, révolutionnaires, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, du combat malheureusement encore criant d'actualité de toute une société pour l'égalité entre les sexes, pour la liberté des femmes. Votre engagement fait sens ici, en Sorbonne, où la jeunesse française et internationale écoute, observe, interroge, s'interroge et agit. Merci pour ce témoignage et cet appel pour la liberté, l'égalité, la fraternité et la sororité. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste finir avec un petit mot. D'abord, une petite demande parce que très souvent les gens
je sais que vous allez maintenant venir me voir et me dire comment nous pouvons aider, comment nous pouvons contribuer au combat féminin. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez rejoindre le mouvement féminin, vous pouvez nous envoyer un email, nous contacter, vous pouvez venir nous voir ce soir, vous pouvez partager nos informations, mais aussi vous pouvez nous aider ce soir concrètement. Nos activistes vont installer un Femen Shop avec nos t-shirts révolutionnaires que vous pouvez porter pendant les marches et aussi comme ça contribuer à notre combat, parce que je voudrais rappeler que notre mouvement est complètement indépendant et cette indépendance est très chère pour nous. Donc voilà, nous comptons sur vous. Et sinon, un dernier message pour chaque femme dans cette salle, je voudrais juste vous dire que la plus belle chose en laquelle croire, c'est en vous-même. Continuez comme ça.